Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours dans cette émission, on parle des sujets qui vous concernent et qui vous intéressent. Notre dossier du jour est consacré à Lire Boualem Sansal. C'est avec un immense soulagement que nous avons accueilli la libération de Boualem Sansal mercredi après une année de tractation pour faire sortir cet homme, cet écrivain des geôles algériennes. Pendant cette année écoulée, on a eu tendance à oublier que Boualem Sansal, avant d'être prisonnier du régime algérien, était surtout et essentiellement un écrivain. Dans le tumulte médiatique, la tension autour de son emprisonnement, on a maladroitement relégué l'œuvre de Boualem Sansal au second plan. On se contente trop souvent de quelques extraits maladroits qui ne sont en réalité que des caricatures de son œuvre aussi riche qu'exigeante. Eh bien, on va prendre le temps d'en parler en plateau pour que vous compreniez mieux et que vous connaissiez mieux cet auteur formidable. L'occasion également de parler de la liberté d'expression avec le Pen Club qui milite pour qu'écrivains et artistes puissent continuer à écrire librement et à développer leurs idées. Ils remettront demain leur prix exceptionnel à Boualem Sansal qui devrait d'ici là être de retour en France. En tout cas, on l'espère, on croise les doigts, on attend tous son retour parmi nous. Et pour m'accompagner aujourd'hui dans cette discussion littéraire, Mohamed Essaoui, merci beaucoup d'être sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Vous êtes évidemment journaliste au Figaro littéraire. On vous connaît par cœur et on est ravis de vous avoir avec nous. Lisa Romain, agrégée de lettres modernes et docteur en littérature à l'Université de Lille, auteur de Boualem Sansal à l'épreuve du réel, un ouvrage magnifique et passionnant dont je suis ravie de parler aujourd'hui. Également avec nous, et on s'en réjouit, Arnaud Benedetti, fondateur du comité de soutien à Boualem Sansal et rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. On a le sentiment quand même, depuis un an, que tout le monde parle de Boualem Sansal sans vraiment le connaître. En tout cas, sans bien connaître l'écrivain formidable qu'il est. Est-ce que c'est un problème, tout d'abord, si on veut vraiment saisir l'homme, saisir qui il est et derrière, saisir la situation? Quel est votre sentiment à ce sujet? Mais effectivement, malheureusement, quand il y a un problème politique, parce que Boualem Sansal est devenu une question politique, on a tendance à ne parler que du politique, de l'engagé qu'il est vraiment, et on a tendance à oublier que derrière cet homme, c'est ce que vous avez dit, il y a un écrivain, il y a un style, il y a une écriture, et tout ça, c'est vrai que, et je suis heureux que Lisa soit ici, parce qu'elle a fait un travail sur l'œuvre de Boualem Sansal, et ça, c'est important qu'on en parle. Pour nous permettre de rétablir certaines vérités sur qui il est, sur, vous l'avez dit, ce style très particulier qu'on va décrypter ensemble grâce à vous, grâce à votre étude également qui est extrêmement pointue. Qu'est-ce que vous en avez retenu du personnage ? J'ai retenu que si on... Parce que vous parliez du fait de ne pas le lire, que si on l'avait lu, 99,9% des prétextes émis pour avoir des réserves seraient tombés, que ça n'avait pas de sens, que ce qui est arrivé à Boualem Sansal avait été anticipé dans son œuvre de façon très intelligente par tout un tas de mécanismes qui visaient à ce qu'elle ne soit pas réduite justement à quelques thèmes ou clichés dont chacun peut s'emparer et rétrécir au gré de ses démonstrations. Et donc, c'était rageant, en fait, que cette œuvre ne soit pas lue parce que, bon, il est entré en littérature avec le Sermon des barbares, qui est très foisonnant. Mais ensuite, il n'a pas cessé de modéliser, de moduler, de métaphoriser, de faire des variations d'un thème qui est quand même deux thèmes qui sont toujours très cohérents, très réguliers, pour justement essayer de viser le plus grand nombre, pour inclure un maximum de lecteurs, quitte aussi à tenter d'autres espaces d'expression, comme l'espace médiatique, mais ça, je pense qu'il était en train d'en revenir, parce que j'ai l'impression que la parole publique n'est pas en très bonne santé, et c'est ce que son incarcération a aussi permis de révéler. Donc voilà, c'était très dommage que cet homme qui a tout fait pour parler à tous, pour être inclusif, pour être lu, ne soit pas lu, et s'il l'avait été... On l'aurait compris différemment. Rien ne tenait dans ce qui lui était reproché. Si on lisait, tout était dit noir sur blanc dans son œuvre, sur tous les tons, de toutes les façons. Voilà. Arnaud Benedetti, dans un de ses papiers, Mohamed Essaoui parle de cet homme unique qu'est Boualem Sansal, un mélange de tendresse et de détermination, une très grande force et beaucoup de douceur. Est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans ses écrits? Alors moi je partage complètement ce que vous dites et le portrait que vous faites de Boualem Sansal. C'est un homme qui a ce contraste très saisissant à la fois, c'est-à-dire qu'il est très déterminé, il est très engagé aussi,
mais en même temps, il est d'une douceur et d'une tolérance qui est à toute épreuve. C'est quelqu'un, in fine, de très libre. De très libre dans sa tête. C'est très difficile. Vous savez, c'est très rare les personnalités très libres. Lui, il est extrêmement libre. Et puis, alors, il a un côté formidable et très sympathique, c'est qu'il ne joue pas au grand écrivain. Il n'a aucune posture. C'est quelqu'un qui est totalement naturel, qui est simple. Ça aussi, c'est une liberté, non? Ah oui, mais c'est une très grande liberté. C'est quelqu'un qui est d'une très grande proximité avec tout le monde, qui répond d'ailleurs. Il suffit de discuter avec quelques personnes qui ont pu parfois le croiser. Parce que nous, depuis un an qu'on milite pour sa libération, on a vu beaucoup de gens qui sont venus nous voir, nous parler, nous dire « Ah, on l'a rencontré à telle période, ne serait-ce qu'une fois parfois, on lui a écrit un mail et il nous a répondu. » C'est un homme accessible. C'est cette grande accessibilité de Boualem. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que quand on connaît Boualem, tous les préjugés dont vous parlez, qui parfois ont été émis, à mes yeux, assez scandaleusement sur Boualem, évidemment ne résistent pas à l'analyse du personnage. C'est, encore une fois, une très grande simplicité. Et par contre, une complexité de l'œuvre, qui est une œuvre qui n'est pas simple en l'occurrence. Exigeante avec le lecteur, on y reviendra. Qui est une œuvre très exigeante, qui est une écriture dans laquelle il faut rentrer. D'ailleurs, c'est le cas des grands auteurs en général. Il faut rentrer dans leur écriture et se l'approprier. Il faut accepter de revenir aussi sur les mots. Et se l'approprier. Et en effet, c'est ce qui fait, je crois, la patte de Boualem. Mohamed Essaoui, j'ai une question qui concerne peut-être plutôt le monde littéraire que le public, le grand public. On disait en introduction à quel point son œuvre était méconnue. Pourtant, le monde littéraire, lui, ne cesse de réaffirmer son soutien à Boualem Sansal. Son roman Vivre a obtenu le prix Renaudot. Poche, vous l'avez apporté en plateau, tandis que le Goncourt lui a rendu un hommage sans équivoque. On a vu aussi que l'Académie belge avait décidé de l'honorer. Ça n'a pas été le cas de l'Académie française. Mais parce que c'est un autre fonctionnement. Il n'y a pas un scandale du fait que l'Académie française ne l'ait pas pris avec lui. Ils l'ont soutenu, par exemple, à travers le Grand Prix d'El Duca, où il y a l'Académie française, beaucoup d'académiciens, d'ailleurs, dont le président du jury est Amin Malouf, lui ont décerné un prix, l'un des plus grands prix en France, qui est doté de 200 000 €, donc ça permet aussi de soutenir son action. Donc le milieu littéraire adore Boualem Sansal pour toutes les raisons qu'a évoquées Arnaud, et cette accessibilité, cette humilité fait qu'il ne joue pas au grand écrivain, c'est exactement ça. Et j'ajouterais que... C'est peut-être ce qui lui coûte sa place à l'Académie française? Non, pas du tout. Non, je ne crois pas. Parce que sur la langue française, il apporterait beaucoup. D'ailleurs, il a écrit un livre sur la langue française. J'aimerais qu'on écoute un extrait de l'émission de Thibaut Gauthier, Le Figaro la nuit. Éric-Emmanuel Schmitt revient justement sur l'intégration de Boualem Sansal à l'Académie belge et non à l'Académie française. On l'écoute. Boualem Sansal est devenu académicien belge. Exactement. Est-ce que ici, on devrait faire la même chose? Certains l'ont voulu, mais il n'y a pas eu le nombre nécessaire. Je sais ça par quelques amis. Ah bon? Oui. Mais certains l'ont voulu. C'est grave. C'est un vote. Vous savez, moi, parfois au Goncourt, je souffre parce qu'on a le résultat du vote, c'est pas le résultat de ma conviction profonde. Non, mais d'accord, mais Boualem Sansal est un... Il mériterait tout à fait d'être ici. Et puis, pourquoi? de par son œuvre, déjà. Oui, mais alors, quand l'Académie française, d'après ce que vous dites, ne vote pas pour l'intégration de Boualem Sansal, elle ne vote pas pour des questions politiques ou pour des questions littéraires? Je n'ai pas eu d'explication. En Belgique, c'est passé comme une lettre à la poste. Ici, je ne sais pas, je n'étais pas là. Mais, alors moi, d'emblée, je suis un peu réticent devant les prix qu'on donne pour des raisons politiques. Ouais. Parce que je trouve que c'est un peu humiliant pour la personne qui les reçoit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est par exemple si Salman Rushdie avait eu le Nobel, après s'est fait très borgner. Je trouve que c'est un beau signe, mais c'est pas respectueux du travail de l'écrivain. Donc je peux comprendre les réticences de certains, mais quand il y a une œuvre comme celle de Boualem Sansal, il n'y a pas tellement d'hésitation à avoir. Une réaction, Arnaud Benedetti.
Je comprends tout à fait ce qu'il dit. C'est vrai que les Belges ont ouvert la voie, d'une certaine façon, à cette reconnaissance. C'est vrai que, surtout, bon, maintenant, on est passé de cette séquence terrible et dramatique dans laquelle il était embastillé, mais tout ce qui pouvait, à un moment donné, montrer qu'il y avait une mobilisation autour de Boualem-Sansal était, d'une certaine façon, une façon aussi de le protéger, et de protéger la liberté d'expression, et de protéger aussi les intellectuels critiques, où qu'ils soient dans le monde. Donc, je trouve un peu regrettable que l'on n'ait pas donné accès à la demande défendue par Jean-Christophe Rufin. Après, on peut comprendre que pour des questions statutaires, des questions de règlement, ça n'a pas pu se faire. Mais c'était mérité. Mais c'est vrai que dans le moment, nous, quand on était dans le combat, on eût bien aimé que, finalement, cet engagement de l'Académie vienne, d'une certaine façon, renforcer la mobilisation. Ça ne s'est pas fait, c'est une autre histoire. Et peut-être que dans quelques semaines, Boualem-Sansal rentrera à l'Académie française. Non, il n'y a pas lieu, c'est pas scandaleux du tout. D'autant qu'à l'Académie française, il faut se porter candidat. Si Boualem avait émis le désir d'être académicien, pourquoi pas. Mais là, il n'y a pas lieu, je pense que c'est... en tout cas, il y a une chose qui est certaine et qui m'a fait immensément plaisir, en France et ailleurs aussi, Boualem a bénéficié d'énormes soutiens. Il y a eu des gens qui ont dit qu'ils étaient ravis de voir un écrivain emprisonné, je ne veux pas les citer, mais il a fait l'objet de tous les salons littéraires, les moindres... Oui, une pensée pour voilà, lui, exactement. Il y a eu des prix, etc. Non, il a quand même eu un soutien du monde littéraire qui était là. Allez, on rebascule dans son œuvre. Lisa Roman, tout le monde parle de Boualem-Sansal. On n'a pas arrêté pendant l'année qui a passé, et tant mieux puisque ça a permis évidemment d'évoquer le sujet de son incarcération. Je vais commencer par une question toute bête. Pour ceux qui n'ont jamais lu Boualem-Sansal, on commence par quoi? On commence où et on commence par quelle œuvre? Vous n'allez peut-être pas être d'accord, c'est intéressant. Mais bon, Déjà Lisa, alors. Moi, je commencerai par le Serment des barbares. Donc par le premier. Le plaisir de voir évoluer sa pensée, de la voir justement se moduler, se déployer pour voir la progression qu'il conduit jusqu'à la lettre ouverte, où il aboutit à cette incroyable idée de site co-construit avec ses lecteurs. Donc on voit comment par tout un cheminement qui est à la fois politique, esthétique, littéraire, et puis divers en fait, parce qu'il est omnivore. Boualem-Sansal, il puise vraiment à toutes les disciplines, à tous les genres, à toutes les analyses, tout en étant profondément cohérent, quoi. Et donc c'est un bonheur. Pour vous, c'est le Serment des barbares. Voilà, le Serment. Il a l'air d'avoir beaucoup de doutes. Messieurs, j'aurais dit la même chose, moi, parce que... Pour les mêmes raisons? Oui, et c'est vrai qu'après, les livres sont tellement différents. Je veux dire, il fait de la science-fiction, ces derniers titres. Il a fait du quasi-reportage avec le Serment des barbares. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que la première page du Serment des barbares, vous retrouvez toute l'œuvre de Boualem-Sansal et ce qu'on lui a reproché, c'est-à-dire lutter contre le terrorisme. C'était en 1999, plus d'un quart de siècle. Donc on ne peut pas dire qu'il a changé, il est resté fidèle à lui-même quand même. Ce qu'on lui reproche en 2024 lors de son arrestation, il l'avait déjà écrit en 1999. Dans le Serment des barbares. Ouais. Arnaud Benedetti, vous êtes d'accord ou vous conseillerez autre chose? Oui, le Serment des barbares est indéniablement le roman qui d'abord le fait naître à la littérature, qui va le faire connaître et qui surgit un peu comme un météore que l'on n'attendait pas. Je suis d'accord avec vous, c'est que d'ailleurs il y a une dimension quasiment policière, c'est quasiment un roman policier, le roman des barbares. Et d'ailleurs il me fait penser parfois à un autre écrivain sicilien que j'aime beaucoup, qui est Leonardo Sciascia. Il a des thèmes récurrents qui reviennent et il a cette façon de décrypter et de métaphoriser d'une certaine façon la société algérienne. Sciascia, c'est la société sicilienne. Mais moi je dirais quand même, pour ceux qui veulent aborder son œuvre, parce que c'est une œuvre en effet qui est parfois complexe, qui manie plusieurs genres, vous avez raison de le dire, je dirais peut-être Le village de l'Allemand, qui est quand même un ouvrage où là, il touche de manière presque cristalline aux grands thèmes qui sont les siens, en révélant, si vous voulez, quelques secrets de famille, d'une certaine façon, de la famille algérienne, vous avez bien compris ce que je voulais dire par là. Et donc, ce roman a deux voix, d'une certaine manière, de ses deux frères, les frères Schiller,
qui se répondent d'une certaine façon dans un récit qui est un récit, une plongée dans une histoire familiale et une histoire politique, puisque l'histoire familiale est une histoire politique, est quelque chose, je pense, de profondément émouvant, de profondément sombre aussi, quand même, il faut le rappeler, et de profondément révélateur de ce qu'il veut justement démontrer. C'est-à-dire que le mal existe et qu'il peut prendre différents visages, le nazisme en effet, l'islamisme aujourd'hui. Je crois que là, il y a quelque chose qui est, à mon avis, vraiment très important dans son œuvre, je le crois. Lisa Romain, vous avez dit tout à l'heure, lire Boualem Sansal équivaut finalement à le disculper quasi immédiatement des accusations qui sont proférées contre lui. Quand on le lit, on se dit, toutes les accusations proférées tombent à l'eau. Et j'ai envie de vous demander, au premier chef, lesquelles ? Quelles sont ces accusations qui tombent tout de suite quand on le lit ? Eh bien déjà, on parle des livres qui seraient bons de relire. Si je peux me permettre, je pense à L'Enfant fou de l'arbre creux, qui serait quand même. Je vais vous répondre. Hein, non, prenez votre temps. Mais c'est quelques mots sur ce livre parce que peu le connaissent en fait dans son œuvre. Justement, c'est son deuxième roman, et en fait, ce qui est stupéfiant quand on le relit, c'est qu'il a en fait, c'est le cumul d'une grande acuité, d'un grand sens d'observation et d'une actualité qui stagne. Depuis, il paraît en 2000, hein, donc depuis 20 ans. Et donc du coup, c'est un cas hallucinant quasi d'autobiographie a posteriori, parce qu'en fait, c'est un franco-algérien, Pierre. Alors en fait, il est français, mais il découvre qu'il est d'origine algérienne. Bon, bref, vous le lirez qu'en fait, il est l'enfant d'un couple d'Algériens. Il retourne là-bas, il se fait incarcérer. Et en fait, la menée de son procès ressemble à la lettre à celle de ce qu'a vécu Boualem Sansal. Ouais. Donc, c'est l'enfant creux, l'enfant dans l'arbre creux. Oui, voilà, il est incarcéré dans un pénitencier à Lombez, et puis il y a un enfant mystérieux, tout dépenaillé, hirsute, plein de parasites, qui erre tout seul comme ça devant la prison avec un chien miteux. Bon, ça, c'est ce qui donne le titre à l'œuvre. Mais en tout cas, c'est stupéfiant parce que là, on voit que cette lucidité liée à une situation qui stagne, eh ben, ça nous a donné une description pratiquement à la lettre de sa situation, quoi. Et donc, rien que pour ça, tout tombe. Parce que je veux dire, Pierre, il est accusé de collusion avec des forces étrangères. Il a un procès mené en arabe classique alors qu'il ne le comprend pas. Enfin, vraiment, c'est très troublant. Les similitudes sont troublantes. Ah oui, c'est très troublant de relire ça aujourd'hui. Et ça montre, il est question très tôt des frontières. Enfin, il évoque la frontière. Donc, il n'y a pas d'opportunisme lié à la situation, une volonté de se positionner sur des sujets qui marchent, qui buzzent. C'est faux ? Ben oui, absolument. Il a toujours dit ce qu'il avait, ce qui est toujours. Vous lisez n'importe quel livre. Donc c'est une forme de mauvaise foi ou c'est une méconnaissance de son œuvre ? Les deux ? La mauvaise foi est évidente dans le sens où de toute façon les accusations, même officielles, ont un peu, j'allais dire, été mouvantes. C'est-à-dire, il y avait atteinte à l'intégrité de l'État, il y avait même espionnage à un moment donné. Donc, voilà. Donc, autant de prétextes. Ben oui. Ouais. Donc, c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est que lui n'a pas changé. C'est le fait de l'avoir voulu l'emprisonner, et on lui a trouvé une raison, n'importe quelle raison. Et c'est ça qui explique que ce n'est pas un état de droit, puisque c'était arbitraire. Arnaud Benedetti, vous avez dit tout à l'heure qu'il était un homme libre. Est-ce qu'on peut aussi dire qu'à côté de cette liberté profonde, il est aussi constant, fidèle et droit ? Fidèle, constant et droit, oui, ça me paraît absolument caractéristique de sa vie. C'est quelqu'un qui a toujours... C'est difficile normalement d'être aussi constant et aussi fidèle tout en étant aussi libre. Il est debout tout le temps. Il est debout d'ailleurs. Il ne faut jamais oublier que Boualem Sansal arrive assez tard à la littérature. À 47 ans. Très tard. 47 ans, c'est tard. Oui. Donc il y arrive fort de l'expérience d'un homme qui a vécu 47 ans, donc qui a vécu beaucoup de choses. Et qui a vécu le pouvoir algérien. Et on sait que, en tant que haut fonctionnaire, il a eu très souvent des démêlés avec le pouvoir politique en Algérie. Donc cet homme reste fidèle, en effet, à ses convictions, à ses combats. Et moi, j'ai été frappé, si vous voulez, durant cette année, c'est l'extrême courage qui a été le sien. Vous savez, au moment du procès, les procès ont duré 10 minutes, hein, les deux procès, ce qui est quand même très rapide. Ça dit quelque chose. C'est plus rapide que les procès staliniens. Et ils ont essayé
dans les 10 minutes, à chaque fois, de lui faire avouer quelque chose dont il n'était absolument pas coupable, si vous voulez. Et à un moment donné, la juge, je crois que c'est au procès en appel, lui dit à un moment donné, mais pourquoi vous êtes toujours critique dans vos romans du pouvoir algérien ? Et donc, elle l'attaque, là, vous voyez bien qu'elle l'attaque sur son œuvre, sur le contenu. La liberté d'expression. Elle l'attaque en tant qu'écrivain, donc dans ce qui est le plus sacré pour lui et ce qui est sa vocation. Et il répond, mais madame, vous faites le procès, madame le juge, vous faites le procès de la littérature. Donc tout est dit dans ces quelques mots. Sansal est en effet quelqu'un qui, je crois, est profondément combatif. C'est aussi une littérature de combat. D'ailleurs, il a cette phrase très... Il l'a dit d'ailleurs dans les colonnes du Figaro en février 2024. Voilà, je me suis mis à écrire comme on enfile une tenue de combat. Écrire rime avec résistance. Ouais. Oui. À quoi est-ce qu'il résiste ? On dit que c'est un homme engagé. Quels sont ses combats si on devait les lister ? Quels sont ceux que vous avez relevés ? C'est un combat pour la paix. C'est peut-être paradoxal, mais c'est ça. Écrire quand il dit ça, c'est aussi parce que, bon, j'ai pas de raison d'en douter, je le connais pas personnellement, mais il se décrit souvent lui-même comme étant timoré, timide, réservé. Et donc, l'écriture, ça lui a permis de se lancer dans l'arène à un moment où il avait justement ce poste qui faisait aussi qu'il risquait gros à le faire. Donc, déjà ça, cette dimension-là. Et puis, ensuite... en fait, c'est pas un engagement partisan, ça c'est aussi très important. C'est ce que vous dites d'ailleurs dans cet ouvrage. C'est pas un engagement partisan, c'est pas vraiment un engagement purement politique, c'est un engagement des idées, de son être, de ce qu'il est, de ce qu'il pense. Oui, c'est un. Mais après, la position de Boualem Sansal n'était pas isolée parmi les intellectuels de sa génération. C'est ce que vous dites aussi. C'est ce que vous dites dans le livre. Voilà, il est loin d'être le seul à avoir défendu ses positions. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a un certain nombre d'intellectuels de sa génération, les démocrates laïcs, alors francophones mais arabophones aussi, j'imagine, qui ont tenu ces positions-là. Et je suis étonnée qu'ils soient à ce point marginalisés maintenant dans les présentations qui en sont faites. Oui, moi aussi, ça Comment est-ce qu'on beaucoup. explique cette ultra-marginalisation qui est fausse quand on se base sur l'étude des écrivains algériens, franco-algériens, qui eux aussi ont pris la parole sur ces sujets ? Moi, je crois que parce qu'il est devenu un symbole, pardon ? Il est devenu un symbole, il est devenu l'objet qui nous dépasse d'une lutte entre le pouvoir algérien et le pouvoir français. Donc, il a été cet objet presque de négociation, et c'était lui, parce que lui a la parole libre. Il a jamais refusé de s'exprimer et on a dit c'est lui qu'on va viser. Or, d'autres écrivains franco-algériens ont dit la même chose, soit avant lui, soit en même temps que lui, soit même après lui. Donc c'est ça qui est étonnant, c'est qu'à un moment donné, il est devenu la figure symbolique de cette relation toxique entre... La France et l'Algérie. Oui, c'est ça. Arnaud Benedetti, vous confirmez ? Oui, je confirme, mais peut-être que c'est lui qui est allé le plus loin dans la critique du pouvoir algérien, parce qu'en plus, il s'attaque, si vous voulez, il s'attaque au récit national algérien. Je veux dire, c'est chez lui quelque chose où il revient régulièrement là-dessus. D'ailleurs, dans le Sermon des barbares, on voit bien, il explique très bien les luttes de tendance au sein du mouvement de libération, etc., etc. C'est le plus pointilleux. Et il va surtout très loin. Le premier, il va très loin dans ce qui se passe dans les années 90, c'est-à-dire dans la période de guerre civile, et ce qui se passe après. C'est-à-dire qu'il est le premier à dire, regardez ce qui est en train de se passer, il y a une espèce de compromis historique qui se fait globalement en Algérie entre le pouvoir civil et militaires issus, pour aller très vite, de la forge du FLN, et les islamistes d'un côté. On se partage le pouvoir. Et ça, cette dénonciation, en effet, c'est une dénonciation qui est très iconoclaste et extrêmement radicale dans la société algérienne. Mais en fait, il n'avait jamais été gêné en Algérie. Non. C'est tout récent. C'est-à-dire qu'en fait, moi je lui ai posé 1000 fois la question. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu continues à faire des allers-retours compte tenu de tout ce que tu écris ? Et un jour, il m'a répondu, ne me t'inquiète pas, ils n'en ont rien à cirer de ce que je fais. Il me l'a dit comme ça, dans ces termes, de ce que j'écris. Ils me méprisent totalement ou ils me prennent pour un vieux fou. Donc c'est le contexte qui a changé. Le contexte, évidemment.
c'est le contexte qui change. C'est le contexte qui change. La relation entre la France et l'Algérie se tendant à nouveau. Il est en plus naturalisé français. Ben, il fait le voyage de trop en Algérie. Victor, la question de pourquoi lui, elle est très importante parce que on peut être étonné, effectivement, parce que vous pouvez, je ne veux pas les citer pour ne pas, mais vous avez des grands écrivains de langue française algériens qui ont écrit des polars, mais où ils sont allés beaucoup plus loin, qui ont critiqué et le régime et l'islamisme, etc. Ils sont restés, et heureusement, ils sont restés, en tout cas on ne les a pas visés, et tant mieux. C'est qu'à un moment donné, c'est Boualem qui a symbolisé cette toxicité, il n'y a pas d'autre mot, entre le gouvernement algérien et le gouvernement français. Donc il est devenu un objet diplomatique et c'est pour ça que ça nous dépassait. Et Antoine Gallimard l'avait exprimé lors d'une conférence de presse. Il dit « Nous, on a fait tout ce qu'on a pu faire. Maintenant, ça s'est vu avec cette histoire de trio Alger, Paris, Berlin, où c'était un enjeu diplomatique. » Alors même que, comme vous l'expliquez Lisa Romain, Boualem Sansal, ce qu'il souhaite, c'est parler, c'est échanger, c'est dialoguer, c'est discuter, c'est remettre en perspective ce qu'il a pu écrire avant, parler, que les idées circulent. J'ai essayé d'en oublier aucun. Il n'est donc jamais là pour imposer une idée toute faite des choses, un dogme ou une idéologie. Il met sur la table un certain nombre d'idées et il les confronte, il accepte de les déplacer pour qu'on discute. Bien sûr. Ça, c'est important et aussi. C'est au cœur même de son esthétique. Quand le Sermon des barbares s'achève, il y a cette idée que peut-être il y a en creux un lecteur qui sera un vrai témoin qui va venir prendre le relais. Et cette idée, il ne l'a jamais abandonnée. C'est au cœur de son esthétique, de cette circulation. Et ce qui est très intéressant, moi, ce que je trouve original chez Boualem Sansal, c'est qu'en faisant cet exercice-là, il se méfie à la fois du dogmatisme et du relativisme. Et donc, il est tout le temps en train de projeter des narrateurs qui sont des parties de lui-même pour expérimenter, pour mettre une loupe sur telle ou telle dérive possible de la parole engagée. C'est quelqu'un qui se méfie, en fait, de l'homme seul, y compris lui-même. Et donc, il y a un appel permanent comme ça, qui est sincère et qui s'adresse au lecteur. C'est une grande preuve de remise en question aussi, d'être capable en permanence de... sans faire son autocritique, mais en tout cas de... complètement déconstruire le propos, parce que c'est pas ça l'idée, ça c'est du relativisme. Mais trouver des solutions pour jamais se figer dans une espèce de dogmatisme, et la solution, c'est toujours le lecteur. Ça, c'est la preuve, mais d'une immense intelligence, non ? Être capable de se confronter au réel en permanence et de remettre sur la table ses idées et d'accepter qu'elles soient fouillées, retravaillées. Je crois que j'ai eu la chance, chaque fois qu'il publie, je le rencontrais, et puis on s'est vu aussi beaucoup dans les salons littéraires. Je crois que j'ai rarement vu un homme ou une femme et un écrivain qui a un tel pouvoir de conviction et un sens de l'ouverture à l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un, quand on est convaincu de son idée, on veut l'imposer aux autres. Souvent. Là, ils sont quelques-uns comme ça, parce qu'eux aussi, je pense qu'ils ont une force intérieure qui est extraordinaire. Encore une fois, c'est un homme de contraste, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Je veux dire, c'est extraordinaire. Et il l'écoute. C'est ça qui est formidable. Arnaud Benedetti. C'est un sceptique. C'est un grand sceptique, Boualem. C'est quelqu'un qui met toujours en doute. Il doute. Il doute tout le temps. Il doute même des vérités qu'il professe, parce que c'est un homme de vérité. Parce qu'il décrit le réel, vous avez raison. Il décrit le réel et surtout, il va chercher le réel derrière le décor. C'est ça, il dit, il faut être lucide, il faut regarder. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Peggy, hein, il faut dire ce que l'on voit et voir ce que l'on voit. Et en fait, il est quelque part dans cet état d'esprit, dans cette prédisposition intellectuelle. Il est sceptique, il est en effet réaliste. Et entre ce scepticisme et ce réalisme, il construit une œuvre qui est extrêmement diversifiée, comme on l'a dit tout à l'heure. Et il est très poétique. C'est quand même un écrivain qui est d'abord un écrivain poétique. C'est un écrivain qui travaille et qui construit son œuvre par l'image en permanence. Il y a des échos, des renvois, des correspondances qui font que, encore une fois, il faut avoir une culture aussi littéraire pour réussir à rentrer pleinement dans cette œuvre et s'apprécier à la juste valeur. Il est à la fois, si vous voulez, d'un côté très voltairien,
pour toutes les prédispositions qui sont les siennes. Et parfois, il a un petit côté célinien aussi, dans certaines de ses ouvrages, ou rabelaisien, avec une langue qui est tellurique, qui est torrentueuse, qu'il faut suivre. C'est ça l'œuvre aussi de Boilem. Il ouvre des portes. Ce style, vous l'avez épluché. Oui. Je pense qu'il y a peu d'autres mots pour expliquer le travail de fourmi que vous avez réalisé au travers de ce style. Ce style, vous l'affirmez, il n'est pas évident. Il est exigeant. Ah oui. Il peut même être difficile pour ceux qui le découvrent pour la première fois. Alors, dans Le Serment des barbares, dans les 3 premiers romans, c'est clair. Mais même ensuite, quand il a l'air de s'épurer, il faut quand même s'en méfier, quoi. D'accord. Enfin, C'est-à-dire tout est fait pour qu'on ne puisse pas s'endormir là-dessus, se laisser guider tranquillement. Boilem Sansal sait qu'on peut être trahi par la langue qu'elle possède ses propres pouvoirs, qu'elle peut partir toute seule, soit à l'oral, soit à l'écrit, pour des raisons différentes. Et donc, il est sans cesse lui-même en train d'essayer d'éviter que la langue parte toute seule. Et en même temps, il faut la laisser faire jusqu'à un certain point, parce qu'elle peut aussi, quand on la laisse s'échapper, elle peut aussi aller chercher des idées qu'on n'aurait pas forcément exprimées ou trouvées tout seul, quoi. Ça, qu'est-ce que ça produit chez le lecteur? La nécessité d'y revenir, de relire une phrase plusieurs fois, de se remâcher, de repenser certains passages, de reculer dans les pages. Je trouve qu'il y a vraiment ça. Oui, Lisa, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi, sur certains de ses livres, il lui arrive de changer de voix, notamment Rue Darwin, au milieu, hop, il passe presque un deuxième livre, ou dans d'autres, même dans le vivre un peu. Qu'est-ce qui le motive à faire ça? De voix narrative ou... Oui, par exemple. Ou même, Rue Darwin, il y a plusieurs voies narratives, par exemple. À rompre le confort de lecture à chaque fois. Ah oui. Il ne veut pas qu'on s'installe dans ce confort, surtout pas. Ça doit être laborieux au premier sens du terme. On doit travailler. Si ça ne l'est pas, c'est que c'est louche, quoi. Et donc, des fois, c'est même hilarant, parce qu'il y a aussi un aspect très drôle. Mais il y a une formidable teinte d'humour. Parfois, alors je pense à 2084, qu'on a présenté comme la dystopie sombre. Et en fait, parfois, quand on le lit attentivement, on s'aperçoit que comme ça, il y a une incongruité qui surgit comme ça. C'est ironique, c'est cynique, c'est drôle. Un délire, en fait. Et je relisais récemment Dis-moi le paradis, et à un moment donné, ça se termine avec l'écrivain qui est une projection de Boilem Sansal explicite, qui dit, bon, voilà, moi j'ai pris la suite de Tariq, le deuxième narrateur, justement, et je raconte ses aventures, je les prolonge, et je m'éclate en grossissant les aventures de Kader, etc. Et pour moi, il y a aussi cet aspect-là complètement inattendu, et auquel on n'est pas forcément sensible si on prend les mauvaises lunettes de lecture. C'est-à-dire que quand on ouvre 2084, on se dit « Ah, ça va être du Orwell, ça va être sombre, d'accord », et on se conditionne. Sauf qu'en fait, voilà, il y a des espèces de fulgurances, il y a des espèces de trouées qui font que, non, on ne peut pas, c'est pas ça, en fait. Donc, pour moi, les ruptures, elles sont là pour ça, en fait, pour empêcher qu'on s'installe. Arnaud Benedetti, ce qu'on comprend aussi. À l'exception notable, encore une fois, du Village de l'Allemand, qui, à mon avis, est encore une fois l'ouvrage le plus abordable de Boilem Sansal, où il n'y a pas ces ruptures stylistiques. Non, mais il y a un livre dans le livre. Il y a un livre dans le livre. Mais enfin, bon, le lecteur a moins de difficultés quand même avec le Village de l'Allemand, très clairement. Il doit se méfier de Rachel. Oui, je suis d'accord, mais enfin quand même. Mais il ne faut jamais oublier ce qu'il est. Sa formation, c'est une formation de scientifique. Oui, bien sûr. C'est donc quelqu'un qui explore des voies différentes, qui teste un certain nombre de choses. Donc cette dimension expérimentale, il est scientifique. On la retrouve. C'est un scientifique et un ingénieur à l'origine. Donc je pense que ça joue beaucoup dans sa façon d'écrire. Et je crois que c'est ce qui fait aussi, j'allais dire, la marque de son œuvre. Oui, et donc, aussi. Mohamed, derrière, on comprend que la langue, elle n'est pas qu'un simple véhicule d'une pensée. Elle est là fondamentalement pour servir sa pensée. Mais elle est un matériau aussi. Elle est à part entière. Parce qu'il la réinvente. C'est la langue française. Il la maîtrise. Il a beaucoup lu aussi bien la littérature étrangère, Orwell notamment, et plusieurs fois, parce qu'à un moment donné, il m'a raconté que, en fait, il a dû lire 40 fois le même livre parce qu'il y avait 3 livres dans la bibliothèque. Voilà, et c'est ça qui lui a servi. C'est un matériau d'un intellectuel à un scientifique, ce qui n'est pas rare en Algérie, d'avoir cette double casquette, soit d'homme de chiffres ou d'homme de science.
et d'homme de lettres, ce qui est plutôt, disons que ça arrive assez régulièrement. Mimouni, celui qui lui a dit écrit, c'était un homme du commerce et qui a écrit des formidables textes. Et donc derrière, on imagine que chaque phrase, chaque mot fait l'objet d'un travail extrêmement approfondi. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas des autres écrivains, mais là, on imagine ce que ça implique. Puisque derrière, on évite, vous l'avez dit tout à l'heure, l'écueil des idéologies toutes faites, des affirmations péremptoires, banales, de la phrase qui est là juste pour faire avancer l'histoire. Ça n'existe pas chez lui. C'est 10 juin. Bon, je ne veux pas rentrer dans des détails trop techniques, mais quand on analyse Boualem Sansal en termes stylistiques, ce qui correspond à ma formation, on s'aperçoit que tous les tropes, toutes les figures qui sont mobilisées sont des figures justement qui permettent la disjonction, qui permettent la tension, qui permettent de déconstruire des collocations, des mots qu'on associe les uns aux autres sans y penser et qu'il ne faut pas associer, parce que sinon ils vont vous emmener là où ils veulent en fait. Donc voilà, et en même temps, de temps à autre, il y a quand même un laisser-aller aussi de la langue, quoi. Il y a toujours cet équilibre-là. Tout n'est pas non plus complètement chiche, mesuré. Parfois, elle se déploie, mais toujours, c'est un donnant-donnant, quoi. Elle donne, mais il ne faut pas la laisser prendre l'ascendant complètement, parce qu'elle est tellement riche de toutes ses connotations qu'elle peut vous emmener là où vous ne vouliez pas aller. Et j'ai un souvenir confus des mathématiques où on a un résultat, puis on doit y arriver justement en remplissant des lignes. Effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là. On voit bien la ligne d'arrivée, mais il faut... La démonstration, elle, peut-être... Et toute l'œuvre de Boualem Sansal, c'est sur la démonstration. C'est la démonstration qui permet d'arriver à cette ligne qui est la paix, l'entente, en fait. La réconciliation. C'est bien de le dire, c'est la paix, l'entente. Ouais. On a tendance à croire que c'est un homme... vindicatif. Oui, on l'a même qualifié d'extrême quand même. Et c'est un homme qui recherche la paix, ça il faut le dire. Arnaud Benedetti, on a parlé de sa liberté. La paix et la liberté. Voilà. Et la liberté. La paix, la liberté, c'est exactement ce que j'allais dire. Oui. Nos idées se rejoignent. Ouais. Est-ce que pour vous, ce succès, ce talent doit avant tout être lié à ce style qui est assez inqualifiable, qu'on vient de décrire? En fait, c'est un style qui a plusieurs styles. C'est en fait, il y a une espèce de méta-style et des styles, j'allais dire, très différents qui cohabitent et qui se croisent et qui s'entrecroisent. Vous savez, c'est comment s'appelle cette nouvelle de Borges, le jardin au sentier qui bifurque. C'est un peu ça, finalement, l'œuvre de Boualem Sansal. Vous prenez un chemin, vous l'avez très très bien expliqué, Lisa, et puis à un moment donné, vous partez sur un autre sentier, un autre chemin, et ce qui rend parfois d'ailleurs assez déconcertant pour le lecteur, ces romans. Mais c'est en tout cas, encore une fois, la configuration de son œuvre qui est comme ça, et qui correspond certainement à la façon dont lui perçoit le réel. Jamais rien n'est définitif avec Boualem Sansal. Je crois que c'est ça qui le caractérise. Qui le définit. Cette grande maîtrise de la langue française, elle est évidemment témoin de son amour de la langue, reflet de son amour aussi pour la France. On va l'écouter réagir à sa nationalité française fraîchement acquise. C'était sur le plateau de Point de Vue sur le Figaro TV en octobre 2024. On l'écoute. Vous avez obtenu la nationalité française récemment, depuis mai. Vous êtes un amoureux de la langue française. Vous avez la nationalité française. Pourquoi l'avoir demandé et quel sentiment vous avez de l'avoir reçu? C'est-à-dire que tous les matins, quand je me réveille, je me sens un peu plus libre et un peu plus heureux que la veille. Voilà. C'est vrai, c'est une sensation de légèreté comme ça, parce que avant cela, à partir du moment où on occupe une certaine place dans le... on est obligé de faire attention. C'est-à-dire que plus on est connu, plus il faut faire attention à ce qu'on dit. Et plus on est malheureux, parce qu'en moyenne, on verse dans l'ambiguïté. On commence à avoir peur. Et là, je suis libéré maintenant. Je peux dire ça. Je crois pouvoir affirmer que ça vous a fait beaucoup de bien de le voir. Je vous ai vu tous très émus. C'était il y a un an. Et avec beaucoup de sourires et d'émotions dans les yeux. On se réjouit évidemment profondément de son retour parmi nous. Est-ce que vous imaginez que cela va déboucher sur un ouvrage, ce temps dans les geôles algériennes, et puis cette succession quand même d'événements compliqués, de mois qui vont être autant de matériel, on l'imagine, pour un écrivain comme lui? Tous les écrivains qui ont, hélas, vécu la prison, heureusement, pour s'en sortir, ils ont écrit dans leur tête. Et d'après ce qu'a dit Antoine Gallimard,
il a déjà au moins un livre dans sa tête. Et c'est normal, c'est son travail, c'est son... C'est un matériel de création aussi. Oui, c'est sa raison de vivre aussi. Une dernière réaction peut-être sur le retour de Boualem Sansal très rapidement. Arnaud Benedetti. Pour nous, le soulagement et le bonheur et l'impatience de le retrouver, je l'espère, très rapidement. Le mot de la fin pour vous, Lisa, qui avait tant travaillé sur son œuvre. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui qu'on ait réussi à le faire revenir? Bon, pour l'instant en Allemagne, mais bientôt en France. Moi, je suis très heureuse. Je trouvais ça triste, injuste. Et en tant qu'enseignante, je trouvais que c'était la démonstration terrible d'une société où les gens ne lisent pas assez. Parce qu'encore une fois, tout aurait pu être évité. Si on avait lu Boualem Sansal. Vous êtes formidable parce que vous m'amenez sur le mot de la fin avec une facilité absolument déconcertante. Merci beaucoup à tous les trois de m'avoir accompagné sur cette discussion passionnante pour découvrir et surtout lire Boualem Sansal. Vous l'avez compris, il mérite d'être connu, même si le fait de le découvrir peut être exigeant pour le lecteur. C'est ce qu'on aime chez lui, ce style unique. Merci beaucoup de nous en avoir parlé et vous montrer, Mohamed, cet ouvrage Vivre de Boualem Sansal. Encore un immense merci à tous les trois. Et on va continuer à parler de Boualem Sansal en partant de liberté d'expression. Je vais vous laisser quitter le plateau pour laisser la place à notre prochaine invitée. On va parler avec vous, Carole Lemesrobian, de Boualem Sansal et de liberté d'expression. Vous êtes directrice du Pen Club. C'est vrai que c'est difficile de dissocier Boualem Sansal de cette thématique de la liberté d'expression, tant il en a fait un combat pour une écriture libre. On sait ce que ça lui a coûté. On va dire peut-être un mot du Pen Club. Dans Pen, on imagine évidemment qu'il y a le mot stylo, mais c'est aussi un acronyme de poète, essayiste et romancier qui se dit novelliste en anglais, l'idée étant évidemment de défendre la liberté d'expression de ceux qui écrivent et de ceux qui créent. Tout à fait. Le Pen Club a double vocation, mais dont la première est cette défense de la liberté d'expression et de création, qui est à notre sens le droit premier, intouchable, fondamental, voilà. Et puis également, on promeut la littérature. Voilà, alors cet acronyme, évidemment, on a rajouté Cercle littéraire international après, et c'est une association d'écrivains, de journalistes, blogueurs désormais, et on ouvre nos portes à tous ceux qui s'expriment par le biais de l'écriture ou même de l'image. Pour protéger leurs écrits et leurs pensées. Pour protéger leurs écrits et leurs pensées. Notre force étant d'être ici en France, évidemment, une force vive, mais également à l'international, puisqu'il existe le Pen international auquel parfois on peut se référer, puisque lorsqu'on nous signale des cas où qu'on nous écrit, eh bien, évidemment, on se renseigne et il nous arrive d'avoir besoin de Pen Allemagne, justement, en ce moment, d'avoir besoin de centres qui sont un peu partout dans le monde. Parce que la liberté d'expression est menacée partout. Est-ce qu'elle a toujours été menacée ? Alors, elle est de plus en plus menacée. On arrive à presque 400 auteurs, journalistes emprisonnés, alors qu'il y a quelques années, ça n'atteignait pas le nombre de 300. Voilà. Donc, oui, évidemment, je le suppose, elle a toujours été menacée, parce que dès qu'il y a un pouvoir, malheureusement, eh bien, qui s'oppose à un pouvoir plus ou moins coercitif, et je ne pense pas que l'humain ait inventé d'autres systèmes, sinon ça se saurait, mais on essaie d'y travailler. La littérature, à mon sens, est là pour dire qu'il y a d'autres voies, et Boualem le sait, évidemment. Boualem l'écrit, Boualem respire cet humanisme. Et donc, pour lui, la liberté d'expression, c'est une évidence absolue. Le monde ne peut exister qu'avec la liberté d'expression. Voilà, qu'avec la liberté d'expression, bien entendu. Bien entendu, et quand on touche à la littérature, à l'art, on touche à ce que l'humain a de plus intime. Parce que quel que soit le propos d'un écrivain, quel que soit le tracé d'un plasticien, il va se saisir
d'une sociologie, d'une histoire, mais pour l'offrir à l'humain dans un humanisme qui parle à tous. Et là, on n'a plus de langue. Boualem n'a plus de langue, puisqu'il va toucher, offrir cette source humaniste qui nous sauvera, j'espère. Votre soutien à Boualem Sansal, il a été aussi immédiat qu'évident. Il n'y a pas eu de débat? Ah non, mais bien entendu, évidemment qu'il n'y a pas eu de débat, on a à notre échelle, j'ai envie de dire à notre échelle, parce qu'il faut savoir, si je peux me permettre de dire ça, ici, que la culture n'est plus une priorité aujourd'hui non plus, alors qu'on agit, il faut savoir qu'on est quand même tous bénévoles, et donc on agit, on a heureusement des relais dans la presse, on a heureusement, eh bien, ce dont je vous parlais, des aides un peu partout, mais immédiatement on a réagi. Bien entendu, on a écrit des communiqués et on a bien sûr contacté les autorités, dont la plus haute de l'État, pour demander, mais s'il vous plaît, au nom de l'humanisme, au nom de la littérature, au nom de nos enfants, quel exemple donnons-nous à nos enfants? Parce qu'il me semble que nos combats sont des combats que nous tenons peut-être pour aujourd'hui, mais pour montrer aussi à nos enfants que nos enfants puissent lire Boualem Sansal. Lire Boualem Sansal et savoir que des adultes ne renoncent pas. Savoir qu'on est là pour ouvrir des voies et pour porter celle de Boualem. Vous avez dit que c'est un combat humaniste. Pourquoi c'est aussi fondamental aujourd'hui de permettre aux écrivains de créer librement? Parce qu'un écrivain, quel que soit son propos quand il y a écriture, c'est-à-dire quand il y a cette épaisseur dans la langue... C'est le cas de Boualem Sansal. Hein. Incontestablement, très franchement. Pourquoi est-ce que c'est essentiel? Parce qu'ils sont garants de nos libertés fondamentales. Un écrivain est garant de notre liberté et le témoin. Et le témoin de nos existences, et la voix de ceux qui ne peuvent pas parler. Ça ressemble à quoi, une société sans liberté d'expression? Est-ce que je peux citer des endroits où... Bien sûr. Eh bien, peut-être à un certain côté de l'Algérie, puisque n'oublions pas nos semblables en Algérie qui ont peur. L'absence de liberté d'expression, ça rime aussi avec peur. Hein. Avec la peur, avec la prison, avec la mort. Ça demande du courage de défendre cette liberté d'expression, partout. Évidemment, au péril de sa vie, au péril de sa vie. Alors on parle ici, est-ce qu'on serait capable d'agir au péril de nos vies? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai la naïveté ou la bêtise de croire que je le pourrais? Je ne sais pas. Peut-être dans un coin de ma folie. C'est déjà beau de la défendre. Dans un coin de ma folie ou de la folie des gens qui sont au comité ou des gens qui nous soutiennent. Voilà. Qu'est-ce qui menace le plus aujourd'hui la liberté d'expression, selon vous, dans le monde? Alors, il y a les pouvoirs coercitifs, de plus en plus coercitifs, mais attention, il y a également une espèce de, même pas une espèce, qui peut menacer la liberté d'expression, c'est les écrans, c'est l'Internet qui propose des contenus prêts à penser, ou même pas, prêts à consommer. Et qui en même temps capture, c'est pas le mot capturer, mais se saisissent de la langue pour à mauvais escient. À mauvais escient pour créer du narratif, comme on dit, pour créer des histoires qui feraient que on irait encore trouver un coupable, on irait encore haïr sans parler, haïr sans avoir lu, Boualem. La nécessité de continuer à défendre ceux qui écrivent, ces auteurs, ces écrivains, ces journalistes, ces blogueurs, qui défendent une certaine idée du monde et qui nous permettent de remettre tout ça en perspective. Absolument, mais qui nous offrent un lieu, le lieu de nous-mêmes.
c'est-à-dire le lieu de la réunion de l'humain, le lieu d'une pensée qui est ouverte, certes. J'entendais évidemment que Boualem voyait sa langue, son langage l'orientait ou utilisait des figures d'opposition. C'est extraordinaire, parce que la langue, quand elle échappe. De toute façon, quand on écrit, la langue échappe, mais elle rassemble et elle touche les lecteurs, voilà. Et ce lieu-là, évidemment, il est le premier qu'il faut défendre, c'est le premier bastion. Demain, le Grand Prix du PEN sera remis à Boualem Sansal. C'était un choix évident, il s'est imposé à vous? Bien sûr. Alors, ça fait très longtemps qu'on prépare cette remise de prix. Le 15 novembre, parce que c'est une journée symbolique et la journée mondiale des écrivains en prison. Voilà, et donc on prépare cette remise. Mais quelle joie de savoir qu'il sera finalement non pas en prison, mais en liberté. Ça, c'est... Alors, le Grand Prix du PN Club s'appelait autrefois le prix de la liberté. Ça a du sens. Voilà. Après, en 2000, il est devenu le Grand Prix du PN Club. Et le prix de la liberté, en 80, le jury était présidé par Ionesco. Il y a eu pas mal de lauréats, dont Abdelatif Lahabi, le tout premier, qui a été enfermé dans les geôles d'Hassan II, bien entendu, le pauvre, et voilà, qui est parmi nous aujourd'hui encore bien combatif. Et puis ce prix, en 2000, a été, j'ai envie de dire, réactivé. Il a été remis à Michel Butor et ensuite à Václav Havel. Voilà, et puis... Ce sont toujours des résistants. Ah ben, c'est l'objectif de... Enfin, comment dire, l'objectif de ce prix de... L'essence, oui. L'essence, merci. De ce prix, de récompenser, de souligner, de signaler, de distinguer, voilà. Parce que j'aime pas le mot récompense, on n'a pas à récompenser des gens. Mais voilà, de le décerner à un écrivain qui honore la littérature de par sa parole humaniste, et libre, courageuse et libre, et engagée aussi. Parce que quand on écrit, me semble qu'on est engagé. Nécessairement. Voilà. Et c'est le cas de Boualem Sansal. Exactement. C'était le thème de notre émission, donc je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'il faut absolument lire Boualem Sansal? Il faut lire Boualem Sansal parce que c'est une voix qui se saisit des problématiques et des grands enjeux de notre époque, qui a une vision acérée, une vision visionnaire. C'est pas très élégant, une vision visionnaire, mais bon, je le dis tout de même, et qui grâce à la littérature, met ça en exergue, mais en même temps affirme qu'il y a des lieux et des possibilités d'un avenir humaniste. Et ça, c'est immense. Voilà pourquoi lire Boualem Sansal. C'est immense de lire Boualem Sansal. Ah oui. Vous disiez, et on va s'arrêter là-dessus, qu'il faut défendre la liberté d'expression, que c'est votre combat. C'est donc pas parce que Boualem Sansal est libéré que le combat s'arrête. Ah, jamais. Il continue. Ah non, combat. non, bien sûr, on a reçu, on accueille, on aide des écrivains qui arrivent en France. On a beaucoup de cas, malheureusement. C'est une mauvaise nouvelle? Oui, c'est une très mauvaise nouvelle. Ça dit quelque chose et vous l'avez rappelé le tout à l'heure de notre dispositif société. PAUSE, qui est un dispositif universitaire, s'arrête, il faut le savoir. Il ne fait plus de rapatriement d'urgence. Les subventions, les moyens se réduisent et nous, on doit agir comme on peut. Mais on continue. Et vous êtes combative et ça montre aussi la nécessité de chacun de se mobiliser pour la liberté d'expression. Et ça peut commencer par lire, décidément, à la fin de cette émission, j'ai le cerveau qui va exploser. Lire Boualem Sansal. Un immense merci d'être venu nous en parler sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Vous remettrez donc ce prix demain à Boualem Sansal. À la Maison de l'Europe. À la Maison de l'Europe. Et on se réjouit de son retour. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès lundi. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end.